Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Réconcilier les familles tout en formant les jeunes à la finance. La quête de Pixpay. Benoît Grassin, CEO et cofondateur de Pixpay à Paris. Il y a un exercice qui a été fait par le CDE récemment dans plusieurs pays d'Europe qui consiste à dire, OK, si on place 100 € sur un compte rémunéré à 2%, combien vous avez à la fin de l'année ? Et on pose cette question à des Français, à des Irlandais, des Allemands, etc. Il y a la moitié des Français qui n'ont pas la bonne réponse, qui ne savent pas répondre à ces questions. On est plutôt dans le bas du tableau. Et donc, effectivement, dès lors qu'on a du mal à comprendre des concepts de base de la finance personnelle, ça handicape la gestion d'un budget ou au quotidien la gestion de la vie personnelle, quoi. Quand on a des ados, la gestion de l'argent de poche est un casse-tête sans nom. C'est pour cela que Benoît et ses cofondateurs ont créé Pixpay. En réalité, la mission que s'est fixée cette jeune start-up va beaucoup plus loin que cela. Il s'agit de former, d'éduquer les ados en matière de gestion des finances personnelles. Pour que l'argent ne soit plus un tabou et un dossier épineux dans les familles, Pixpay a créé une app avec un volet adulte et un volet jeune pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants dans leurs premières expériences financières. Les économies, les dépenses, la gestion du budget, le financement de causes ou tout simplement que tout travail mérite salaire. Quand on sait que 4 Français sur 5 n'investissent pas dans les marchés actions car ils ne comprennent pas suffisamment les notions basiques en finance, on se dit qu'il y a un travail éducatif essentiel et passionnant à réaliser. Nous parcourons donc toutes les fonctionnalités de Pixpay et la façon dont cette jeune société va s'y prendre pour faire progresser les connaissances et faire tomber les freins culturels. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Solène. Merci de nous accorder un petit peu de temps aujourd'hui pour nous parler de Pixpay et nous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais, avant toute chose, te présenter aux auditeurs et nous expliquer, alors ça m'a beaucoup amusé, nous expliquer un petit peu ton expérience, mon docteur. Et je dis pourquoi ça m'a amusé, parce que j'ai lancé une plateforme de prise de rendez-vous en ligne au Luxembourg qui s'appelait EasyRDV. Donc je trouve que le sujet est top, forcément. Hyper intéressant. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Benoît, j'ai 39 ans, je suis le papa de 2 petites filles et j'ai effectivement cofondé Pixpay il y a maintenant presque 2 ans. Et tu le mentionnais, ça fait un petit moment que je suis dans la tech et dans l'univers entrepreneurial, puisqu'effectivement, j'ai au préalable monté une startup qui s'appelait Mon Docteur et qui effectivement était un des pionniers de la prise de rendez-vous médicaux en ligne, concurrent de Doctolib et de Keldoc. À l'époque, donc c'était dans les années 2012-2013, voilà, on parle d'un autre temps. À ce moment-là, l'usage effectivement de la prise de rendez-vous médicaux en ligne était encore inexistant, et donc on a contribué à populariser, à développer cette manière de fonctionner dans les cabinets médicaux, qui nous a bien aidé ces derniers temps d'ailleurs. Tout à fait. Et comment ça s'est fini, mon docteur ? Écoute, on a fini par fusionner avec notre concurrent direct qui était Doctolib. Donc, à l'été 2018, après 5 années de bataille commerciale intense et d'évangélisation d'un marché qui était naissant, on a fini par rapprocher les 2 groupes et créer ce qui est devenu le leader français et maintenant européen assez nettement de ce segment-là. Parfait. Alors, l'idée de Pixpay est née comment dans votre esprit ? Écoute, Pixpay, ça vient d'un double constat. Le premier, c'est que l'éducation financière et l'éducation budgétaire est clairement un sujet un peu oublié quand on parle d'éducation. Et on observe qu'en France notamment, mais c'est pas le seul pays, le niveau d'éducation financière est assez faible et ça a pas mal de conséquences dans le quotidien des Français. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que les deuxièmes oubliés dans cette histoire, c'est les ados qui devraient être au cœur de ce sujet de l'éducation financière et qui ont longtemps été oubliés par les acteurs traditionnels de la banque et qui aujourd'hui ont pas grand-chose pour apprendre à gérer de l'argent, pour être payés et commencer à manipuler des premiers concepts basiques de finances personnelles. Voilà. Donc la combinatoire de ces 2 constats, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à changer là-dedans et qu'il fallait qu'on vienne faciliter l'accès à l'éducation financière et développer et diffuser des outils pour que nos enfants puissent mieux maîtriser les sujets autour de l'argent.
Écoute, alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Comme tu le sais, j'ai des enfants et comme je te le disais, je vais faire une confidence aux auditeurs. Le premier livre que j'ai acheté pour mon fils, le tout premier-né, c'était Economics, qui était une BD qui raconte l'histoire de l'économie en me disant j'ai pas envie qu'il ait autant de difficultés que moi à comprendre l'économie et la finance. Et donc, c'est parti de là. Et en effet, le constat est affligeant. Et je trouve que le concept de PixPay est top dans le sens où il y a vraiment un chantier gigantesque pour éduquer les gens de tous âges d'ailleurs sur la finance. Quels sont les freins, parce que j'imagine que vous avez quand même beaucoup approfondi le sujet avant de vous lancer, mais quels sont les freins majeurs que vous avez identifiés? Qu'est-ce qui fait que, alors c'est pas que le cas en France, mais plutôt dans les pays latins, il y ait tellement de problèmes à comprendre comment fonctionne la finance, à s'intéresser au sujet? Écoute, j'ai pas 100% la réponse, mais on est à la croisée de deux sujets que sont l'argent et l'éducation, qui sont éminemment culturels, je pense. Et donc aujourd'hui, ça reste des sujets qui sont un peu tabous, sans doute, dans les pays latins, si on regarde par opposition aux pays plus anglo-saxons. C'est encore des sujets dont on ne parle pas. Il y a 80% des Français qui déclarent qu'ils ne parlent pas d'argent à des gens qu'ils connaissent, que c'est des sujets qu'on n'aborde pas. Et c'est toujours le cas d'ailleurs dans les familles. Dans les familles, on parle assez peu d'argent en France et dans les pays latins en général. Et donc, C'est mal poli? c'est mal vu, ouais, c'est mal vu. C'est sans doute pas perçu comme digne d'intérêt ou comme nécessaire. Et donc, c'est sûr que en France en particulier, on a du retard sur ces sujets-là. Et il y a quelques concepts de base qu'on maîtrise pas encore et qui ont des impacts très concrets, que ce soit sur la capacité à gérer un budget, à être à découvert, à comprendre ce que c'est qu'un crédit, à comprendre ce que c'est qu'un taux d'intérêt. Il y a un exercice qui a été fait par l'OCDE récemment dans plusieurs pays d'Europe, qui était un exercice tout simple qui consiste à dire, OK, si on place 100 euros sur un compte rémunéré à 2%, combien vous avez à la fin de l'année? Et on pose cette question à des Français, à des Irlandais, des Allemands, etc. Il y a la moitié des Français qui n'ont pas la bonne réponse, qui ne savent pas répondre à ces questions. On est plutôt dans le bas du tableau. Les Irlandais, les Allemands, par exemple, sont plutôt dans le haut du tableau. Et donc, effectivement, dès lors qu'on a du mal à comprendre des concepts de base de la finance personnelle, ça handicape la gestion d'un budget ou au quotidien la gestion de la vie personnelle, quoi. Par exemple, il y a un Français sur 5 qui a des actions, il y en a 4 sur 5 qui n'en ont pas. Et quand on les interroge, ils disent une des premières raisons évoquées, c'est au-delà du fait qu'il y en a certains qui n'ont pas l'argent de le faire, pour le faire. L'autre raison, c'est qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires et se sentent pas légitimes à le faire. Voilà, donc, effectivement, ça peut handicaper et ça peut, en tout cas, ça change la manière dont on gère sa finance personnelle. Donc, voilà, pour nous, c'est un sujet qui est encore un peu probablement tabou. Alors les choses évoluent et on contribue à ça. On essaye de changer cet état de fait. Mais c'est sûr que comparativement à d'autres pays, que ce soit anglo-saxons ou même asiatiques, on est relativement en retard de ce point de vue-là. Alors j'ai vu qu'en 2016, la France s'était dotée d'une stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière. J'ai découvert ça en préparant cet épisode. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler, mais si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est l'intérêt d'avoir monté ce département et est-ce qu'il y a déjà des impacts positifs? Alors oui, je suis ça évidemment, et je pense qu'effectivement il y a une prise de conscience globalement du gouvernement et de l'État en général que c'est un sujet important et qu'il faut mettre l'accent dessus. Alors les initiatives sont encore assez modestes. Voilà, il y a essentiellement des sites internet d'information qui ont été créés. Il y a un jeu à découper, à imprimer, à découper chez soi pour apprendre les concepts de l'économie. Enfin, c'est des choses encore assez anecdotiques. Je sais que aussi il y a des renforcements dans les programmes scolaires de cette notion-là, parce que nous, notre conviction, et je pense qu'on est assez aligné avec le programme que tu viens d'évoquer, c'est que ça part de l'éducation et de l'éducation des plus jeunes. Et c'est pour ça, on va rentrer après, j'imagine, un peu plus dans PixPay, mais
notre conviction, c'est que les bonnes habitudes financières et que la compréhension des concepts de base de la finance personnelle, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Voilà. Et donc, sur ce programme, je sais qu'il y a des éléments qui ont été intégrés dans les programmes scolaires. Il y a une semaine de l'argent à l'école qui a été mise en place, un peu à l'image de ce qui se fait aux Pays-Bas. C'est beaucoup plus institutionnalisé. Voilà, donc c'est très récent. Je ne saurais pas te dire exactement si ça a déjà eu des impacts. Nous, on milite plutôt pour un apprentissage par l'expérience, le learning by doing, et on pense que c'est plus efficace de mettre des outils dans les mains de nos ados et de leur faire expérimenter ce que c'est que ces concepts-là, et que c'est sans doute le plus concret, le plus efficace pour qu'ils en prennent conscience, plus que des quiz ou des fiches synoptiques. Alors justement, moi je suis très frustrée parce que l'app n'est pas encore disponible au Luxembourg, malheureusement. Mais ça viendra bientôt. Et c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas pour mes enfants, auquel avec mon mari on a déjà réfléchi. Et la question que j'aimerais te poser, c'est comment les enfants gèrent d'une manière générale leurs finances? Comment ça se passe? Quel est le rôle des parents dans l'histoire? Est-ce que vous avez un archétype, une pratique commune qui se joue dans les familles? Oui, alors le rôle des parents est primordial. Donc effectivement, là, on parle des adolescents. Donc la tranche d'âge qu'on adresse nous chez PixPay, c'est globalement à partir de 10 ans, c'est-à-dire à l'entrée au collège. Et à l'entrée au collège, il se passe quelque chose d'assez important. C'est qu'il y a 3 éléments d'autonomie qui sont donnés aux enfants en général. Le premier, c'est les clés de l'appartement ou de la maison. On va pouvoir rentrer et sortir tout seul. Le deuxième, c'est le smartphone, qui est devenu maintenant l'essentiel de l'entrée au collège. Les taux de pénétration du smartphone à 12 ans, c'est 90%, donc c'est très, très fort. Et puis, effectivement, c'est le moment où on commence à donner de l'argent. Et là, il y a deux écoles. L'école, je te donne de l'argent de poche, donc un montant régulier en début de mois, en début de semaine, qu'il va falloir que tu gères tout au long de la période, et puis tu toucheras de l'argent à la période suivante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'argent de poche. Il y a à peu près la moitié des familles qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils fixent un budget, qu'ils fixent une somme, puis ils disent avec ça, débrouille-toi sur le mois. Et puis il y a une autre moitié qui marche plutôt à la demande ou selon les besoins. Mais en tout cas, c'est vers 11 ans et demi, 12 ans que commencent à arriver les premières ressources vraiment conséquente pour les adultes. Donc effectivement, c'est un moment d'autonomisation assez fort, et c'est la question se pose de comment on gère l'argent, comment on le reçoit, où est-ce qu'on peut le dépenser, et comment on anticipe certains achats. Donc il y a beaucoup de questions qui commencent à émerger à ce moment-là, et c'est à peu près général dans toutes les familles. On parle de quel montant quand on parle d'argent de poche en général ? Alors, ça varie beaucoup, évidemment, tout au long de l'adolescence. En moyenne, sur la tranche d'âge, on parle un montant de 50 à 60 euros qui sont dépensés chaque mois. Donc, c'est des petits montants, et le montant de la transaction unitaire est très faible, hein, c'est de l'ordre de 11 euros à peu près. Donc, effectivement, c'est des petits montants, mais c'est des montants qui ont beaucoup d'impact et qui ont beaucoup de sens pour les ados qui font ces dépenses. La première fois par exemple, on reçoit sa première carte, c'est un moment en général dont on se souvient. Et puis, son premier paiement, c'est un petit moment un peu angoissant. Est-ce que je vais savoir taper le code? Est-ce que Donc, il y a des questions qui nous paraissent peut-être basiques, mais qui sont en réalité des vraies étapes d'autonomie. Et évidemment, tout au long de la vie d'un ado, l'autonomie devient de plus en plus grande, donc les montants qu'il reçoit sont de plus en plus importants. Et puis, ce qu'il va faire avec son argent est aussi assez différent. Alors, comment, tu disais que les parents ont un rôle à jouer, comment les parents, en règle générale, s'y prennent pour accompagner leurs enfants dans les dépenses, pour les aider à ne pas cramer les 50 euros tout de suite, les aider à comprendre ce que c'est qu'économiser? Est-ce qu'il y a des outils qui existent, des livres qui sont utilisés en général? C'est plutôt pragmatique. J'ai envie de te répondre assez peu. C'est bien ça qu'on essaie de résoudre. Il n'existe pas grand-chose. D'ailleurs, il n'existe pas grand-chose. Il existe assez peu de ressources pour savoir même combien il faudrait donner, quel est le bon niveau, quelle est la bonne méthode. C'est quelque chose qui est quand même assez peu documenté, et sur lesquels les parents se posent énormément de questions. Et je pense qu'ils ont assez peu de réponses. Et c'est de la même manière pour la manière d'apprendre à gérer un budget. C'est quelque chose qui est relativement subi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de plan. Rares sont les familles qui ont vraiment des idées très, très préconçues, mais néanmoins, quand on les interroge, et on fait des baromètres chez PixPay très régulièrement, on interroge les parents comme les ados, on se rend compte que donner de l'argent
à ces âges-là, c'est pour les parents une manière, les 2 premières raisons qui sont citées, c'est inculquer la valeur de l'argent et apprendre à gérer un budget. Donc, on voit bien que le fait de donner de l'argent, il y a une visée pédagogique à tout ça. C'est évidemment lui permettre de se débrouiller, d'acheter un déjeuner, de prendre le bus, etc. Enfin bref, des trucs très pratiques. Mais en réalité, derrière, c'est une visée tout à fait pédagogique et beaucoup de familles utilisent l'argent de poche comme un outil pour inculquer la valeur de l'argent ou pour apprendre à gérer un budget. Voilà. Par contre, ils le font aujourd'hui majoritairement avec des espèces, c'est-à-dire en allant retirer des billets aux distributeurs, en pensant à les donner chaque mois de la main à la main à son ado, et donc avec assez peu d'accompagnement en réalité. Tout à fait. Alors justement, j'y pensais avant qu'on enregistre. Quand tu as des espèces, il y a un côté, tu fais ce que tu veux avec ton cash. Moi, je me souviens que j'économisais l'argent qu'on me donnait pour acheter des clopes quand j'étais ado. Donc justement, le fait que ce soit digitalisé, est-ce que c'est pas un frein ? Alors, c'est pas un frein parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas acheter avec des espèces, et en réalité, il y a beaucoup de cas d'usage des ados, et de plus en plus qui sont digitaux. C'est-à-dire que les services ou les produits que les ados achètent sont de plus en plus des services digitaux. Donc, c'est du Spotify, du Uber Eats, du Amazon, du PlayStation, du Fortnite. Donc, sur des services qui sont, on va dire, quasiment 100% numérisés, ou même les marques qu'ils aiment et qu'ils ont l'habitude d'acheter et qu'ils achetaient offline, ils les achètent de plus en plus online. Donc, en réalité, le fait de recevoir des billets et des espèces, ça génère souvent des organisations intrafamiliales un peu compliquées, où on a reçu un billet, on va le donner à ses parents qui nous prêtent la carte bancaire familiale avec laquelle on va pouvoir faire un achat en ligne, et on écrit une ligne de crédit interne à la famille en disant bah, tu me dois 20 euros, quoi. Donc non, c'est probablement pas du tout adapté au cas d'usage des ados d'aujourd'hui, à leur mode de consommation. Après, il y a le cas d'usage de l'achat illicite, de ce que j'ai pas le droit d'acheter. Ça, de toute façon, avec une carte PixPay, par exemple, on peut retirer des espèces et aller acheter ce qu'on veut. Donc, de toute façon, quand moi, je te donne de l'argent, moi, parent, je te donne de l'argent, il y a un deal moral qui est que je te donne de l'argent pour ça et pas pour autre chose. Et puis après, bah, chacun s'arrange avec les règles. J'espère que mes parents vont pas écouter cet épisode. Alors, concrètement, il y a déjà des apps qui existent. Alors, des néobanques. Alors, on n'a plus le droit de dire néobanques, mais donc des solutions. Je pense à Revolut parce que moi, c'est une solution que j'utilise pour mes enfants, qui a un volet kids. Mais donc, c'est une banque pour les grands qui n'est pas du tout dédiée pour les ados. Donc, j'imagine que vous, c'est votre valeur ajoutée et votre élément différenciant, c'est que le focus est réellement sur le client final, qui est l'utilisateur, à savoir l'ado, et également la prise en compte du parent. Donc, ça se présente comment, votre app ? Alors, c'est très simple. Donc, PixPay, c'est effectivement une néobanque, c'est-à-dire en fait un compte bancaire sur lequel est associée une carte, et l'ado a une app mobile à partir de laquelle il va pouvoir suivre son compte, il va pouvoir faire plein de choses et on pourra rentrer dans le détail un peu après. Il va surtout pouvoir donc payer et recevoir de l'argent directement et suivre son budget en temps réel. Ça, c'est côté ado. Et effectivement, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une app côté parent qui voit le même compte et la même carte et qui la copilote avec l'ado. Donc là, le parent va pouvoir évidemment donner de l'argent. Et il y a plein de manières de donner de l'argent différentes. Et il va pouvoir aider l'ado à gérer son budget, suivre ses dépenses, dépenser mieux, apprendre à épargner, etc. Donc, il y a bien 2 apps miroirs qui regardent la même réalité et qui sont donc, du coup, c'est une carte qui est copilotée. Effectivement, c'est ça qui fait notamment la spécificité de PixPay, c'est que, à l'inverse d'à peu près tous les acteurs de la place, nous, notre client, c'est l'ado. Tous les acteurs, tu as cité Revolut, mais il y a aussi des acteurs, des banques plus traditionnelles qui ont déjà des offres pour les mineurs. Ça existe depuis des dizaines d'années. Mais l'approche de ces acteurs-là, c'est que l'ado ou le service bancaire pour les ados est soit un outil d'upsell,
soit un outil de fidélisation. C'est-à-dire que le client, ça reste le parent, et puis on va essayer de lui vendre un produit supplémentaire où on va inclure ce produit dans un pack premium pour le faire upgrader sur un pack premium. Mais celui à qui on vend, c'est vraiment le parent. Et puis à la limite, après, que l'ado il l'utilise ou l'utilise pas, à la limite, peu importe. Nous, on prend le problème à l'inverse. On pense que ce qui est très important, c'est que l'ado soit au centre du service, que c'est lui l'utilisateur, c'est lui qui va devoir être, c'est lui qui va apprendre à gérer son argent, c'est lui qui va devoir le gérer. Il faut lui donner une partie des commandes et il faut penser à un produit qui soit vraiment adapté à ses cas d'usage à lui. Et puis, mais il faut que le parent soit derrière et qu'il puisse l'aider à copiloter. Et donc, le fait de penser à l'inverse fait qu'en fait, il y a tout un tas de fonctionnalités, une couche applicative qu'on met par-dessus la commodité bancaire, qui est vraiment pensée spécifiquement pour les cas d'usage des ados et qui change à peu près tout. Voilà. Et donc, un exemple concret, c'est que par exemple, nous, le parent peut être client de n'importe quelle banque. On est agnostique du point de vue de la banque du parent. On ne demande pas à ce que le parent ouvre un compte bancaire chez nous et devienne utilisateur en tant qu'adulte. Il ouvre un compte pour son ado, quelle que soit sa banque actuelle. Alors, tu parlais des cas d'usage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce qu'on a en tête les services traditionnels qu'on va retrouver dans ces apps, comme le paiement par carte, les virements, etc. Qu'est-ce que concrètement ça permet de faire et en quoi est-ce un outil éducatif ? Écoute, ça permet de faire plein de choses parce qu'on est convaincu que ce qui crée de la valeur et qui fait que ça permet d'apprendre à gérer de l'argent, c'est qu'il y ait des fonctionnalités, une couche applicative qui te permettent de le faire. Donc, un exemple, côté parent, tu peux distribuer de l'argent de plein de manières différentes selon la manière dont ça se passe dans ta famille. Il y a des familles, on l'évoquait en introduction, qui préfèrent programmer de l'argent de poche, donc c'est-à-dire fixer un montant qui va être versé tous les mois à date fixe, automatiquement. C'est possible. Il y a des gens qui préfèrent fonctionner à la demande. Donc là, c'est l'ado qui va pouvoir faire une demande d'argent. Il va, dans son app, demander de l'argent et le parent va pouvoir valider. Automatiquement, les fonds seront envoyés sur la carte. Il y a certaines familles qui fonctionnent encore différemment, qui préfèrent fixer des missions et, on va dire, rémunérer des missions. Derrière, c'est l'idée que tout travail mérite salaire, que l'argent ne tombe pas du ciel et que je ne vais pas te donner 30 € tous les mois, mais tu vas venir gagner l'argent parce que ça se mérite l'argent. Et c'est respectable. Donc, du coup, c'est possible dans l'app. Le parent peut fixer des missions que l'ado va pouvoir réaliser et va pouvoir toucher de l'argent à la mission. Donc, tu vois, il y a tout ce genre de choses côté parent. Côté ado, il y a, par exemple, et je ne vais pas citer toutes les fonctionnalités, mais il y en a un nombre important, des méthodes d'épargne automatique. Tu vas pouvoir programmer parmi 5 méthodes qui te sont proposées, une méthode qui va te permettre de mettre de côté quasiment sans douleur. Donc, par exemple, la classique qui est la plus utilisée, c'est l'arrondi à l'euro supérieur de chaque transaction qui va sur un petit wallet à part et qui constitue une petite poche d'épargne. Il y en a 4 autres qui te permettent soit de mettre 10% de tout ce que tu touches tout de suite, etc. Donc ça, c'est une manière d'apprendre à mettre de côté. Une autre manière d'apprendre à mettre de côté, on a ce qui s'appelle un petit coffre-fort. Chaque ado a un petit coffre-fort dans son app. Il peut mettre de l'argent dessus. Si ses parents le souhaitent, ses parents peuvent rémunérer ce coffre-fort sous forme d'un petit taux d'intérêt pédagogique. Donc, il va dire, si tu mets 100 € sur ce coffre, à la fin du mois, je te donnerai 1 € de plus, ce qui fait 1% de ton mensuel, ce qui est beaucoup. Mais peu importe, l'important, c'est de récompenser le comportement vertueux d'épargne. Voilà. Donc, des choses comme ça, il y en a pas mal. Et l'idée, c'est que, en fait, elles sont adaptées pour chaque famille. Donc, chaque famille choisit d'activer ou de ne pas activer certaines de ces fonctionnalités et de les utiliser dans son cas personnel. Alors, vous parlez sur votre site de charge mentale. Pour les parents, en quoi tu penses que ça enlève de la charge mentale aux parents ? Écoute, parce que gérer l'argent de ses enfants, c'est une charge mentale. Il faut y penser. Il faut penser à donner de l'argent de poche quand on en a promis. Si on n'a pas de moyens digitaux de le faire, il faut penser à aller au distributeur. Et même nous, on est rentré dans une économie où il n'y a plus de cash. Donc clairement, il faut y penser. Et puis il faut penser à prévoir la bonne quantité. Est-ce que j'ai prévu assez ? Il part en colo. Là, on est en ce moment bientôt dans les vacances. Est-ce que j'ai prévu assez ? Comment je fais pour lui en redonner si jamais il y en a plus ? Donc bref, il y a plein de questions qui se posent autour de l'argent et qui sont des questions assez stressantes en fait pour les parents. Et de manière plus générale, au-delà même de la charge mentale,
le dilemme de tous les parents, c'est d'équilibrer la balance entre autonomie et sécurité. Voilà. Tous les parents, quel que soit l'âge de ses enfants, on est confronté à la question, c'est comment je fais pour le laisser faire, parce qu'il doit faire pour apprendre et pour gagner en autonomie, mais je suis garant de sa sécurité à tout moment. Et donc, il faut que je sois capable d'équilibrer les deux, c'est-à-dire de lui donner de l'autonomie et de garantir sa sécurité. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'une solution comme PixPay permet de faire, c'est de laisser son ado prendre un peu plus d'autonomie et d'être derrière au cas où. Alors, il y a d'autres services que j'avais notés. Si tu pouvais juste nous en dire un mot, c'est la Greenbox et Pix & Love. Oui, 2 services super cool et tu as raison, j'en ai pas encore parlé, mais ils sont géniaux. Oui, la Greenbox, c'est que toujours dans notre optique de développer des comportements vertueux autour de l'argent, on s'est rendu compte que la manière de consommer des ados était probablement assez décorrélée des enjeux écologiques d'aujourd'hui. Les top marchands chez les ados, c'est McDo, c'est Amazon, c'est AliExpress. Bon, bref, pas des marchands qui sont forcément reconnus pour le caractère vertueux de leur modèle. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire prendre conscience que dépenser de l'argent, acheter des choses, ça a un impact et ça a une empreinte écologique. Voilà. Donc, la Greenbox, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 fonctionnalités en réalité. La première, c'est la possibilité de voir pour chaque transaction ce que ça représente en termes de kilos de CO2, qu'est-ce que c'est, quelle est l'empreinte écologique de chaque transaction. C'est la possibilité de mesurer ça dans le temps et de s'améliorer dans le temps. Donc, il y a des graphiques qui te permettent de suivre l'évolution, de te benchmarker par rapport aux autres ados de ton âge et de voir d'essayer de t'améliorer au quotidien. Et puis, il y a un troisième aspect dans la Greenbox qui est de pouvoir contribuer à des causes qui te paraissent justes, donc des causes sur les sujets d'écologie. Donc, tu vas pouvoir donner à des associations qui s'impliquent là-dedans directement depuis ton wallet PixPay. Tu vas pouvoir donner. Donc, en ce moment, on donne pour Blutopia, qui est l'association qu'on soutient. Et donc, il y a plein d'ados qui participent à cet élan de générosité. Voilà. Top. Donc, tout ça, c'est la Greenbox. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience de l'empreinte écologique des achats et de faire progresser de manière assez positive les ados sur ce thème-là. Pix & Love, c'est un peu différent. C'est notre programme de récompense, notre programme de reward. Donc, c'est un programme de cashback qui permet d'avoir du cashback auprès d'une sélection de marchands que les ados adorent. Top. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous générez de l'attraction sur votre app, sachant que vous avez en fait 2 cibles qui sont les parents et les utilisateurs, les ados ? Oui, tu as tout à fait raison. On a 2 cibles et on a donc deux mécaniques et deux manières de les adresser. Les 3/4 de nos souscriptions viennent des parents. C'est-à-dire que c'est souvent quand même les parents qui sont à l'initiative. C'est eux qui souscrivent, c'est eux qui sont les clients. Extrêmement, c'est eux qui vont payer. Parce qu'on n'a pas parlé du modèle économique, mais on est sur un modèle payant. Et donc ça, c'est 3/4 de nos clients qui sont, on va dire, à l'initiative des parents. Comme on a essayé de faire une offre qui est extrêmement simple et très, très, très facile à souscrire, c'est une offre qui est distribuée en ligne et qui se distribue très, très bien en ligne. C'est très efficace, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Donc, Facebook pour les parents. Et ça, c'est vraiment, ça permet d'être distribué très facilement. Mais là où tu as raison, c'est que les ados sont aussi des clients d'une certaine manière, parce qu'ils vont être utilisateurs. Et donc, eux, ils ont un rôle de prescription qui est très fort auprès de leurs parents. Donc, on va aussi leur parler, mais là, dans une démarche plutôt de prescription. Donc, ils vont se préinscrire, ils vont initier la souscription et ensuite, ils vont demander l'accord de leurs parents puisque c'est une nécessité dès lors qu'on adresse des personnes mineures. Et donc, voilà. Et donc, ça représente, on va dire, 1/4 à 30% de notre acquisition qui vient du pouvoir de prescription des ados. Donc, vous allez sur TikTok ? Notamment, pas que, mais oui, TikTok, évidemment, Snapchat, Instagram, des réseaux plus jeunes que ceux de Facebook. La viralité aussi, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui un bon plan qui se partage entre amis. Donc oui, il y a des mécaniques assez vertueuses. Et vous avez déjà 70 000 clients. C'est ça, ouais. Exactement. Top. Alors, un des derniers points, parce que moi, tu sais, je ne sais pas si tu écoutes régulièrement les podcasts, mais il y a un des points que je trouve intéressant, c'est le côté réglementaire. Donc, vous êtes adossé à Trésor, si mes souvenirs sont bons, qui va vous fournir l'infrastructure bancaire.
Vis-à-vis des régulateurs, des autorités de tutelle, il y a un des points qui ressort. Alors, c'est très prégnant pour toutes les apps de trading, mais le côté gamifié, justement, comment est-ce que vous parvenez à rendre cette mécanique éducative dans les clous vis-à-vis du régulateur pour que ce soit pas trop gamifié? Alors, en effet, il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a pas du tout de trading et il n'y a pas de possibilité d'acheter et vendre des actions, mais quand même, est-ce que c'est des points qui ont été remontés par l'autorité de tutelle? Oui, bien sûr, c'est des points qui sont toujours sur lesquels l'autorité de tutelle est toujours très vigilante sur la manière dont on aborde les concepts qui sont présentés aux parents comme aux ados. Et donc notre position, elle est très claire. Hein, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Mais donc on nomme les choses telles qu'elles sont. On n'essaye pas de faire de transformer la réalité ou de transformer des concepts compliqués en concepts trop simples. D'ailleurs, les ados demandent à ce qu'on leur parle comme si c'était des adultes. C'est-à-dire qu'à l'inverse, un discours trop infantilisant et une manière trop infantilisante de présenter des concepts de base de la finance est plutôt répulsif pour eux. Donc, nous, notre approche, elle est de parler de choses sérieuses en appelant un chat, dans la limite de ce que le régulateur autorise. Par contre, on le fait en essayant d'avoir un ton de voix et une expérience utilisateur qui soit effectivement, alors gamifié, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas agréable, simple. On a une équipe support client qui est vraiment exceptionnelle et qui est très sollicitée par les ados parce qu'on parle beaucoup de la partie fonctionnelle et du produit, mais en réalité, l'accompagnement, il se fait aussi beaucoup par notre équipe opérationnelle, service client, qui donne des conseils, qui coach les ados quasiment au quotidien sur des questions qui sont toutes pleines de bon sens et qui qui sont pas forcément simples pour quelqu'un qui a 14 ans et qui va utiliser pour la première fois une carte bancaire. Donc voilà, donc on essaie de le faire sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ça le parti pris. Ok, merci beaucoup. Et alors, un des derniers points, alors je ne sais pas si vous avez suffisamment de recul, c'est comment se passe l'ado qui a commencé à gérer ses finances avec vous quand il devient adulte? Parce que est-ce qu'il n'a pas envie de quitter l'app pour être avec une app de grand ou est-ce qu'il y a une forme d'attachement à sa première app bancaire? Alors, on n'y est pas encore réellement confronté. Je rappelle que le service a été lancé il y a 18 mois, donc Ah oui. on a encore très peu de recul. Oui. Et l'âge moyen de nos abonnés, c'est 14 ans et demi. D'accord. Donc, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas encore 100% à l'ordre du jour, mais évidemment, on y réfléchit. Et ce qui est sûr, c'est que on conçoit notre rôle comme un rôle d'accompagnement d'une génération et des problématiques des personnes qui sont sous ressources parentales. Alors, être sous ressources parentales, en réalité, ça peut durer assez longtemps. Hein. On peut rester étudiant et recevoir toujours de l'argent de ses parents, être toujours logé chez ses parents, etc. Donc, en réalité, nous, on a des clients qui vont au-delà de 18 ans. Mais effectivement, vient le moment où probablement ils se poseront la question. Ils auront peut-être d'ailleurs besoin de services qu'on n'est pas en mesure de proposer, un crédit étudiant, par exemple. Et donc, sans doute que la relation de confiance et le coaching qu'on leur aura apporté pendant des années sera de nature à les accompagner un peu plus et à les guider dans la jungle des services financiers qui va s'ouvrir à eux. Peut-être choisir effectivement une banque de grand, comme tu dis, les aider peut-être à choisir le bon crédit pour eux, la bonne assurance, la bonne plateforme d'investissement. Et donc, effectivement, on se voit plutôt comme un super coach financier. Et on aura envie de les aider à choisir la meilleure solution pour eux, quel que soit le service financier auquel ils vont souscrire à l'âge adulte. Parfait. Alors, tu disais que le service était lancé. Je ne pensais pas que c'était aussi récent. Tu pourrais nous présenter rapidement la société, savoir combien vous êtes, quel genre de fonction on va retrouver chez vous? Oui, on est aujourd'hui une quarantaine de personnes basées à Paris. Il y a 3 grandes équipes chez nous, 3 grands métiers. Il y a un premier métier, évidemment, qui est la tech et le produit. Tu l'as compris lors de notre échange, on pense que la vraie valeur, elle est dans la couche applicative qu'on met au-dessus des services bancaires de base et donc dans
dans le contenu qu'on va mettre par-dessus. Donc, on a une équipe tech produit qui est assez importante, qui représente un tiers de nos effectifs. On a un deuxième tiers qui est l'équipe marketing, qui va évidemment qui a pour mission de construire notre singularité de marque et d'aller chercher des nouveaux abonnés. Évidemment, énorme sujet et on y travaille énormément. Et puis, dernière équipe que j'évoquais aussi rapidement lors de notre échange, notre équipe support client et opérationnel au sens large, avec des équipes support client et des équipes fraude, compliance qui accompagnent nos clients tous les jours. Voilà. Parfait. Alors, vous avez fait deux levées de fonds, je crois, de mémoire. La toute dernière, c'était 8 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Ah, t'as vu, j'ai bien suivi votre actu. Ouais, bravo. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui sont vos investisseurs et où ça vous emmène cette dernière levée ? Oui, bien sûr. Effectivement, on a fait deux levées, l'une de un peu plus de 3 millions d'euros, la deuxième de 8 millions, avec des business angels dans un premier temps, une dizaine de business angels qui sont des entrepreneurs de la fintech ou de l'insurtech. Donc, parmi eux, pour en citer quelques-uns, il y a Alexandre Pro, qui est le fondateur de Conto, ou Jean-Charles Samuelian, le fondateur de Alan, par exemple, et aux côtés de GFC, de Global Founder Capital, qui est le premier fonds qui est rentré à notre capital. Et puis, on a fait un deuxième tour où GFC a l'idée et autour duquel BPI France est rentré. Voilà, donc on a un tour de table qui est composé de business angels et de fonds d'investissement. Et donc, avec ces 11 millions d'euros, l'enjeu pour nous, c'est de prouver qu'il y a un modèle et de montrer que avec une approche hyper segmentée et hyper affinitaire, on est capable d'acquérir des abonnés à un coût d'acquisition très faible et que le service qu'on propose génère des taux d'engagement exceptionnels. Et donc, on est en passe de valider ces deux métriques. La prochaine étape qui arrive, c'est l'internationalisation. Donc, on va ouvrir de nouveaux pays dès la rentrée prochaine. Dont le Luxembourg, s'il te plaît. Dans le Luxembourg. Merci. Allez, enfin, en vague 2, c'est promis. Est-ce que tu pourrais, en guise de conclusion, nous recommander un livre, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je peux recommander un livre. Alors, je vais recommander le dernier que je viens de terminer, avec beaucoup de retard, tu vas le voir, puisque je viens de terminer la semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial. Livre qui date un peu, mais que j'ai lu que récemment. Et c'est un petit clin d'œil à Hugues Lebray, qui est aussi un de nos investisseurs et qui l'a écrit. Donc, du coup, ça me permet de lui faire un petit clin d'œil. Voilà, et je le recommande, c'est un livre... D'abord, ça raconte quand même une histoire incroyable. Ça se lit comme un roman policier. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais ça, c'est vraiment, ça se dévore. Non, moi j'ai lu No Bank. J'ai lu No Bank. Voilà, exactement, parce que on avait parlé de Nickel tous les deux, donc c'était plutôt logique que je lise celui-là, mais il faut absolument que je le lise. Lis-le, franchement, c'est vraiment, évidemment, ça raconte l'affaire Kerviel qu'on connaît tous et qui est une affaire un peu hors du commun. Et puis surtout, ça raconte la gestion de crise, comment une équipe réagit face à la crise, et la crise inimaginable, la crise qu'on ne peut pas prévoir, la crise qui dépasse l'entendement. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Et donc, j'en profite, ça se lit bien sur la plage. Pour cet été, ça sera parfait. Merci, Benoît. C'était hyper intéressant. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.